BFM Business présente Le Monde de Patrick Sauce, avec Patrick Sauce. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de décryptage de l'actualité géopolitique internationale sur BFM Business. Au sommaire, la guerre invisible, celle qui se passe à des milliers de mètres sous la mer. Comment les câbles sous-marins sont devenus l'un des enjeux les plus stratégiques de la géopolitique mondiale. On vous explique tout dans un instant. Et puis en seconde partie, après l'Allemagne, c'est au tour du Japon de faire sa révolution militaire. 80 ans après la capitulation, l'Empire du Soleil Levant doit se réarmer face aux menaces de ses voisins, face aussi aux doutes vis-à-vis de l'allié américain. Le Monde de Patrick Sauce, sur BFM Business. La 5G, les satellites, le Wi-Fi, tout le monde a les yeux rivés soit en l'air, soit au-dessus de la surface. Quand il s'agit de parler de communication, c'est oublier que 98%, quasiment 100% des flux de communication et d'information passent sous la mer. Un espace immense, évidemment difficile, voire impossible à protéger mètre par mètre, et qui depuis un siècle et demi fait régulièrement l'objet de grandes tensions. C'est le cas aujourd'hui. J'en parle avec mes invités, notamment le contre-amiral Cédric Chotaille. Bonjour, amiral. Vous êtes adjoint au sous-chef état-major des opérations aéronavales. Vous êtes surtout le coordonnateur central pour la maîtrise des fonds marins pour la Marine nationale. Bonjour Jérôme Totel. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie de l'innovation chez Datafor. Et puis Jean-Baptiste Huet qui est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, spécialiste des câbles sous-marins, passionné aussi à BFM Business. Avant d'aller un peu plus en profondeur, si j'ose dire, sur ce sujet, on va déjà décrypter, dans les grandes marges et les grandes largeurs avec Annalisa Capellini. Bonjour Annalisa. Ce que veut dire cette carte des flux des câbles sous-marins. Il y en a absolument partout, mais évidemment, c'est un peu plus épais dans certaines régions du monde. Et oui, et surtout sur trois axes très importants. C'est l'axe transpacifique qui relie les Amériques à l'Asie, l'axe atlantique qui relie l'Europe aux Amériques, et puis l'axe Europe-Asie qui passe par le canal de Suez. Et quand on regarde les principaux réseaux de câbles sous-marins, eh bien, on voit qu'il y en a qui arrivent à 40 000 km. C'est le cas, par exemple, d'un axe qui est rentré en service en 1999, qui relie l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient à l'Europe, et qui fait 40 000 km, 39 000 km pour être exact. Et puis, c'est le cas d'un autre réseau qui, lui, relie les États-Unis à l'Asie-Pacifique. C'est le Southern Cross Cable Network. Lui, il fait 30 000 km et il permet de relier l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Polynésie. Et puis, il y a une zone dont on n'a pas parlé, Patrick, c'est l'Afrique. Eh bien, il y en a un qui est rentré en fonction il n'y a pas si longtemps que ça, en 2024. C'est le plus récent parce que tous les autres sont rentrés en vigueur entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Eh bien, celui-là, il relie l'Europe à l'Asie, mais en faisant le tour du continent africain. Et donc, il permet de relier tous les pays. C'est le plus grand par longueur. Il relie 45 000 km et il relie 35 pays d'Afrique. Alors ça, ce sont les principales autoroutes, mais au total, il y a combien de câbles et surtout pour quel flux ? Eh bien, il y en a 559, ou du moins ça, c'est le dernier chiffre officiel dont on dispose. C'est une étude de 2024, de juin 2024. Donc, à l'heure où on en parle, c'est sans doute beaucoup plus. Alors, un réseau immense qui fait 1,5 million de kilomètres. Et ça s'explique parce que, vous le disiez, il y a 99% du trafic Internet mondial qui transite par eux. Et donc, à travers ces câbles sous-marins, c'est plus de 5 milliards de personnes dans le monde qui sont reliées à Internet et qui profitent de toutes ces données. Les chiffres fous des câbles sous-marins. Merci beaucoup, Annalisa. J'ai une question idiote à vous poser, Jean-Baptiste Huet. Pourquoi on passe autant par les câbles sous-marins et pas par d'autres flux, notamment les satellites? C'est la vision la plus facile qui me viendrait à l'idée. J'allais vous dire, il y a une question de latence. Là, c'est la vitesse de la lumière qui circule dans ces câbles. Donc, c'est l'immédiateté pour les transactions financières, pour les visioconférences, pour les échanges entre les pays. Et quand vous utilisez les satellites, vous avez effectivement une latence. Alors, aussi courte soit-elle, parce qu'on a des satellites aujourd'hui qui sont en orbite basse, donc on arrive à réduire cette latence. Mais le câble sous-marin, en termes de vitesse d'échange, est imbattable pour le coup. L'épaisseur d'un câble sous-marin? Ça dépend de la quantité de données qu'on fait circuler dans ces cas. Alors vous en avez, je caricature un peu, mais qui ont la taille d'un tuyau d'arrosage. Peut-être pas, mais en tout cas qui sont pas énormes. Et puis vous en avez des beaucoup plus gros avec des cellules à l'intérieur. Enfin, en règle générale, c'est quand même assez réduit. On ne se figure pas des câbles qui sont comme ça, comme des câbles électriques qui sont peut-être un petit peu plus gros, mais c'est des câbles qui sont assez fins.
d'où leur fragilité. Ce qui sont souvent, ça on va en parler notamment sans doute avec le contre-amiral, mais la très grande, il faut avoir ça en tête, parce que ce n'est pas forcément la très grande majorité des câbles qui ont des accidents, ce sont des accidents de pêche. Ce sont des filets qui traînent au fond de la mer, ce sont des ancres de bateaux qui ont été oubliés, ce sont, dans des cas plus exceptionnels, des glissements de terrain sous-marin, et ça constitue 90-95% de la rupture des câbles. Bon, on verra s'il faut mettre des guillemets dans certaines zones à accident ou pas avec le contre-amiral. Dans un instant, comment Jérôme Totel, quand Jean-Baptiste Huette parlait notamment des flux financiers, c'est considérable le fait de pouvoir gagner, non pas des minutes, comme on est parti au début, où on avait plus d'1 heure pour envoyer un message des deux côtés de l'Atlantique il y a un siècle et demi. Là, on est à la nanoseconde et ça vous fait gagner ou perdre des millions. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on estime que sur l'ensemble des câbles sous-marins, les 500 câbles dans le monde, à peu près 10 000 milliards de dollars transitent chaque jour en termes de transactions bancaires, ce qui est gigantesque. Donc on imagine que si ces câbles sont coupés, ça peut être un vrai souci. Et l'objectif, c'est d'être plus proche ce qu'on appelle les Internet Exchange, là où on s'interconnecte pour pouvoir avoir une latence la plus faible possible. C'est pour ça qu'autour des bourses financières, par exemple, de nombreux acteurs souhaitent être connectés au plus proche pour avoir des transactions les plus rapides possibles. Et donc, on en parlait juste avant de commencer cette émission contre-amiral Chetaille. Dès le départ, on est quoi? C'est 1848, si je ne m'abuse. Le premier câble qui relie deux continents, c'est d'abord via le câble le long de la Manche, puis ensuite câble transatlantique. Et tout de suite après, ou presque, on pense à en faire un enjeu de conflictualité. Voilà, effectivement, au milieu du 19e siècle, 1858, c'est une prouesse technologique. Le continent américain et le continent européen sont reliés. Très vite, effectivement, tout le monde perçoit la sensibilité de cette infrastructure-là. Et dès les premiers grands conflits, dès qu'on parle de blocus maritime, de blocus sous-marin, ça inclut effectivement la rupture des câbles à l'époque télégraphiques, dont la sensibilité n'a que continué à croître. Donc aujourd'hui, on est sur les mêmes logiques avec la réparation de la confrontation entre les puissances. Les câbles sous-marins deviennent un enjeu de géostratégie. On le voit d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas énormément d'acteurs, par exemple en France, qui justement utilisent des navires câbliers qui font qu'il y a une continuité de la souveraineté française, parce qu'on va vite y venir, il en est largement question. Le fait notamment que des acteurs comme Orange, qui sont soumis comme les autres, parce que ce sont des acteurs en partie privés aux vicissitudes de la vie, soient un peu agrippés quelque part par l'État français. Ça a été le cas. C'est stratégique. Et puis c'est une question, quand il faut aller réparer des câbles sous-marins, c'est clairement une question stratégique. Il faut aller souvent avec des navires très bien équipés, récupérer des câbles, alors qui ne sont pas toujours à 5 ou 6 000 mètres de profondeur comme on peut se l'imaginer. Souvent, ils peuvent être à quelques dizaines de mètres de profondeur, mais parfois beaucoup plus profond. Donc il faut aller les treuiller, il faut les remonter sur des navires câbliers, il faut ensuite refaire des soudures, notamment des fibres optiques. C'est quand même quelque chose de particulièrement délicat à faire. Ça dépend de la météo. Dans un milieu qui est quand même particulièrement incertain, on va dire ça. Donc ça peut durer de quelques jours à parfois 15 jours, 3 semaines. Donc ce sont des opérations complexes. Et effectivement, les États doivent pouvoir avoir sous la main des entreprises qui sont en mesure, et c'est ce qu'a la France, notamment avec Orange, qui est capable d'aller, et qui est très discret d'ailleurs. Quand on leur pose des questions sur la réparation de câbles sous-marins, en général, ils n'aiment pas trop en parler. Sans rentrer évidemment dans les détails, amiral, quel est le rôle justement de la marine dans ces réparations et dans cette surveillance des câbles, parce que pour le coup on parlait du continent européen jusqu'au continent américain. La France était déjà assez en pointe, c'est une question de géographie aussi, mais comment ça se surveille cette immensité? Alors la marine, elle est, comme les forces armées en règle générale, présente là où les intérêts de la France sont en jeu. Donc il faut d'abord bien discerner dans l'infrastructure sous-marine. Donc il y a les câbles en grande partie, il n'y a pas que les câbles au fond de l'eau, mais c'est le sujet d'actualité du moment. Comment est-ce qu'on contribue en fait à la protection de cette infrastructure qui est cruciale pour la vie de nos sociétés et de nos pays? En fait, il faut bien imaginer que la Marine nationale, avec d'autres organismes du ministère des Armées, on va avoir une vision assez large en fait pour la protection de cette infrastructure. On va considérer quels sont les types de menaces, quels sont les pays qui peuvent en vouloir à cette infrastructure, comment est-ce qu'ils peuvent opérer, comment est-ce qu'on suit cette menace, comment est-ce qu'on peut les détecter, quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place pour les dissuader d'intervenir,
pour les empêcher, les entraver. Et puis après, comment est-ce qu'on rend le réseau plus résilient? Donc c'est toute cette chaîne d'action dans laquelle la Marine nationale est partie prenante, bien sûr. C'est l'acteur maritime de référence pour l'État français. Mais c'est une stratégie qui est en fait interministérielle, en partenariat avec des entreprises privées sous pavillon français en règle générale. Allons directement dans la menace actuelle. Effectivement, quand on dit que ça a toujours été un espace de conflictualité, c'était de la conflictualité entre États avec je dirais des navires qui étaient bien identifiés. C'était du gris contre du gris. Et désormais, on en parlera sans doute dans la seconde partie avec le Japon qui fait face aux menaces chinoises. Ce sont des chalutiers chinois en mer de Chine. Ce sont ces fameuses flottes fantômes russes. Comment surveille-t-on ça en respectant les règles, ce qui est l'apanage d'une marine nationale? Alors c'est toute la difficulté, c'est que dans ce domaine-là, en fait, il y a une prime assez importante aux saboteurs, à l'offensive. Défendre, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis c'est aussi un milieu qui, dès le temps de paix, permet toute une gamme d'actions, ce qu'on appelle dans le jargon des militaires gérer l'escalade. Donc on voit bien qu'on peut agir dans ce milieu-là sans être pris, pas vu, pas pris. Ça va être difficile de prouver qu'une action, un incident sur un câble est une action de sabotage, qu'il y a une intentionnalité derrière. Donc voilà, c'est toute cette zone grise, toute cette opacité du milieu qui favorise le développement de la menace. On le voit dans la mer Baltique, où il y a une concentration du nombre d'incidents qui est inhabituelle. Est-ce que ces incidents-là sont volontaires ou pas? Est-ce qu'ils ont été téléguidés par des stratégies essentiellement russes, peut-être chinoises, je ne sais pas. Ça, c'est ce que nos partenaires riverains de la mer Baltique doivent nous dire. Plusieurs enquêtes judiciaires, notamment, sont en cours. C'est pour ça qu'il y a peu de communication publique, en fait, parce que ces enquêtes-là, les enquêtes policières n'ont pas abouti. En revanche, moi, ce que j'observe, c'est que les navires ont bien été identifiés. Ils ont été, pour la plupart, arraisonnés. Leurs équipages interrogés. Certains marins de ces navires sont toujours détenus sous un régime provisoire dans les pays baltes, les pays de la Baltique. Donc je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire, mais est-ce qu'on arrivera à prouver que derrière il y avait une volonté de saboter? Ça, c'est plus discutable, en tout cas c'est plus difficile à prouver. Est-ce qu'on a véritablement besoin de ça pour se rendre compte qu'on est très fragile? Sans doute pas. Et est-ce qu'un pays comme la Russie a besoin de s'organiser beaucoup pour produire ces effets-là? Probablement non, parce que c'est tellement simple et tellement facile qu'il suffit d'un tout petit peu de conditions favorables pour aboutir au résultat qu'on voit là, avec des ruptures de câbles de télécommunications. Jean-Baptiste Huette, parlez-nous de ces fameux navires qui laissent traîner, que c'est regrettable, des ancres au fond de la mer. Je sais que c'est quelque chose qui vous passionne aussi, ces fameuses flottes fantômes russes. On a eu plein d'exemples récents, effectivement, où on voit comme ça des navires qui ont mystérieusement perdu leur ancre. On a des clichés, des photographies avec des ancres qui sont perdues. Et on a cette fameuse flotte fantôme dont on ne sait vraiment pas combien elle est composée de navires, mais en gros, entre 50 et navires, il y a une cinquantaine de navires, je crois, qui est déjà sur liste noire internationale. Des pétroliers, des chaluts, des vieux navires qui coupent leur AIS, c'est-à-dire leur système de localisation, leur transpondeur, pour faire simple, et qui sont affiliés a priori à la Russie, pour le coup, et qui écument d'une certaine manière les mers du globe, enfin, ou en tout cas certaines zones un petit peu stratégiques, tout ce qui est en mer Rouge notamment, on en a beaucoup parlé du côté du détroit. Ils n'ont pas grand-chose à transporter, c'est étonnant ça. A priori non, effectivement non, et puis ils laissent traîner comme ça des ancres en raclant le sol, et donc, ce qui casse évidemment immédiatement les câbles sous-marins, et puis ils interviennent en plus dans des zones où on a quand même des fortes concentrations de câbles, notamment je parle de la mer Rouge, mais on n'en parle plus beaucoup ces derniers temps, mais dans le détroit de Bab el-Mandeb, on a une très importante concentration de câbles sous-marins qui passent. En mer du Nord, évidemment, on a une concentration. Et donc, on voit ces navires comme ça qui ont tendance à rôder. Et puis, on a aussi, toujours du côté de la Russie, mais des navires officiels. Je pense notamment au Yantar, qui est un navire océanographique officiellement, mais qui est très bien équipé, avec un sous-marin dit-on, capable d'aller à 4000 mètres de fond, donc beaucoup plus loin, même travaux sur les fonds marins. Faire quelques travaux, quelques explorations, qui auraient la capacité effectivement de pouvoir couper les câbles. Et puis là, la semaine dernière, on a eu une communication chinoise sur cette thématique-là, parce que la Chine aussi
Il y a des câbles sous-marins entre Taïwan et la Chine, notamment, 3 points de suspension. Ils ont présenté, en tout cas, ils ont mis au jour une sorte de robot sous-marin tout petit, qui fait une quinzaine de centimètres, avec une petite roue d'alliage en titane capable, disent-ils, d'aller couper des câbles sous-marins. Voilà. Donc on a entre flotte fantôme et petit, et en même temps petit robot. Enfin voilà, on a toute une panoplie d'outils assez variés. Et, c'est incroyable. Alors on va revenir sur les mécanismes de défense. Il y a aussi la défense tout simplement judiciaire. Vous en parliez, Amiral. Le fait est que le temps qu'on répare, Jérôme Totel, combien de milliards sont perdus parce qu'en fait l'effet est immédiat. Alors, c'est des milliards perdus, mais c'est aussi des fonctionnalités ou des usages qui sont perdus, et je pense que c'est ça le plus important. Aujourd'hui, 95% des communications, que ce soit avec nos téléphones portables, avec la messagerie, etc., passent par des câbles sous-marins. Également les flux financiers, j'en parlais tout à l'heure. Également, vous avez des industries qui sont à l'arrêt, si jamais, notamment dans le secteur bancaire, si jamais les délais de latence sont plus longs, puisque quand un câble est coupé, vous avez d'autres câbles qui sont capables de réacheminer le trafic si ils ont assez de capacité, sauf que du coup, vous avez une latence, dont parlait Jean-Baptiste en début d'émission, qui est plus longue. Et donc, certaines applications ne supportent pas cette latence. Donc, vous pouvez carrément avoir des applications qui ne fonctionnent plus dues à cette latence. Vous avez encore la capacité d'envoyer des flux, mais ils sont trop longs à arriver. Je prends un cas concret, une île hyper connectée qui est aussi dépendante d'un certain nombre de câbles. Taïwan, vous voyez où je veux en venir. Vous avez des dizaines de robots coupeurs de câbles qui arrivent autour de cette île. Vous perdez déjà une partie de la guerre, comme ça, ou pas? Alors, je ne sais pas si on perd une partie de la guerre. Je laisserai plutôt monsieur le contre-amiral répondre à ces questions. En revanche, c'est clair qu'une île comme ça, je ne connais pas combien il y a de câbles qui arrivent, mais je vois plus la France où il y a une trentaine de câbles. Donc, si vous coupez certains câbles, notamment les derniers, puisque souvent les derniers câbles ont des capacités bien plus importantes que ceux qui ont été posés il y a 5 ou 10 ans, notamment les tout derniers, c'est du 300 terabits. Donc, ces câbles-là sont très importants. Si c'est ceux-là qui sont coupés, à un moment donné, vous pouvez avoir un peu de la congestion pour pouvoir envoyer des données depuis ce pays ou en recevoir. C'est comme les soirs de départ en vacances où tout le monde arrive au niveau des péages d'autoroute, il peut y avoir un peu d'attente. Et si vraiment beaucoup trop de câbles sont coupés, on peut carrément avoir une impossibilité de communiquer avec l'extérieur. Lorsque vous entendez, parce que la communication est une arme de guerre, lorsque la Chine fait savoir que son robot coupeur de câbles est en cours d'évolution, évidemment, ça fait des milliers d'articles, tout le monde en parle avec un peu de panique, tout le monde dans le monde civil. Le fait est que vous avez régulièrement des annonces qui sont faites, ça, des navires câbliers militaires aussi chinois, ces sous-marins, voire des drones russes. Comment peut-on y répondre au-delà d'une présence accrue, mais forcément difficile, d'une seule marine dans certains coins stratégiques du monde? Parce qu'encore une fois, on parle d'un endroit immense et qui ajoute plus de mystère quelque part que ce qu'on voit dans l'espace. Je rappelle encore une fois, plus de monde à avoir été sur la Lune que dans les abysses. Comment répond-on à ça? Donc effectivement, vous avez raison, le cas de l'annonce la semaine dernière là, des premiers brevets déposés sur cette technologie un petit peu particulière qui semble très performante et surtout performante dans les très grandes profondeurs, c'est un cas intéressant. Parce qu'on est sur une technologie duale. D'ailleurs, le quotidien chinois qui l'a présenté, il ne l'a pas présenté comme un robot coupeur, mais comme un robot à usage de travaux dans les grands fonds marins. Donc c'est toute cette ambiguïté entre une utilisation pour des usages civils. On peut comprendre qu'il y a des travaux à faire dans les très grandes profondeurs. Il y en aura peut-être demain encore plus s'il y a une exploitation minière des fonds marins. Et je pense que c'est à ça que les Chinois se préparent en partie. Mais évidemment, tout le monde le traduit immédiatement, une capacité de sabotage. Mais bien avant ça, en fait, avant ce qu'on appelle l'action cinétique, l'action physique qui va consister à saboter, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre pour isoler une île comme Taïwan, pour faire que l'espace de la mer de Chine devienne un espace dans lequel on ne puisse pas poser de nouveaux câbles sans l'autorisation formelle du gouvernement chinois, ce qui est une entrave en fait à la liberté d'usage de la mer et au droit international. Donc on sait depuis déjà des années que la Chine instrumentalise la pose des câbles pour être un acteur à la fois incontournable et un acteur qui pourra mettre le curseur où il le souhaite demain vis-à-vis de ses objectifs stratégiques.
Voilà. Comment est-ce qu'on répond ensuite sur l'immensité océanique à la taille de l'enjeu? On y répond effectivement, comme vous l'avez envisagé, par des partenariats. Donc des partenariats d'abord avec des pays européens qui partagent les mêmes objectifs. Il y a la Commission européenne le mois dernier a lancé une communication très dense sur ce sujet-là, incitant les États membres à prendre des mesures spécifiques et à développer une espèce de boîte à outils qui permettent une meilleure résilience et une meilleure prévention des sabotages. Et puis aussi dans le cadre de l'OTAN, au sein de l'Alliance, il y a la création d'abord de cellules qui sont en charge de mieux surveiller la menace que j'évoquais en début d'intervention, pour savoir où sont les navires potentiellement saboteurs. On parlait du Yantar, par exemple, qui est un navire effectivement intéressant qu'on surveille. Il y en a d'autres potentiellement. Et puis, imaginez aussi comment est-ce que les marines de l'OTAN vont se coordonner pour justement suivre, traquer, pister, être en mesure, en cas de conflit de plus haute intensité, d'escorter des moyens de réparation, puisqu'aujourd'hui on répare effectivement assez facilement. On imagine bien qu'en cas de conflictualité un peu plus intensive en mer, en cas de sabotage sur une grande échelle, il faudra, même si on a de nombreux câbliers aujourd'hui sous pavillon français et américain, il faudra rendre l'environnement favorable pour l'action de ces moyens qui sont armés par des marins du civil. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question, parce que je vois votre badge d'ancien commandant de sous-marin. On pense évidemment à une action défensive en surface. Mais la lutte sous-marine, elle concerne aussi les câbles sous-marins, même si on sait qu'il y a lutte de sous-marin contre sous-marin en grande quantité aujourd'hui. Alors, en mettant en œuvre des sous-marins dans la profondeur des océans, on peut effectivement détecter des engins sous-marins et l'activité. Je utilise à nouveau un mot qui est un peu du jargon militaire, plus exactement du jargon des sous-mariniers, sous le dioptre, comme on dit, c'est-à-dire sous la surface de l'eau. Il faut écouter avec des moyens dédiés et les sous-marins sont effectivement capables de mieux surveiller un navire, par exemple, comme le Yantar. On a vu dans la presse qu'il y avait un sous-marin britannique qui avait fait surface juste à côté du Yantar. Donc c'est un navire effectivement qui peut être pisté par des moyens sous-marins. Là où je vous rejoins également, c'est qu'en fait, il faut voir qu'il y a une continuité dans la rivalité entre les grandes puissances, dans ce qui se passe sous l'eau, entre les opérations sous-marines, avec des sous-marins nucléaires par exemple, et puis toute l'action de sabotage. Et en fait, c'est tout ça qui est en expansion. On parle aujourd'hui essentiellement des câbles sous-marins, mais en fait, c'est l'usage qu'on va faire des grands fonds marins à des fins militaires auxquelles il faut se préparer. Voilà. Et c'est tout ce continuum entre la mise en œuvre des sous-marins et l'usage des fonds marins, de la militarisation des fonds marins qui est en jeu. On parle beaucoup, là, depuis le début de cette émission, de surveillance des câbles marins, de pourquoi pas couper des câbles marins, mais vous étiez en train de commencer à l'évoquer, Amiral, la domination qui peut venir par le câble marin. Jérôme Totel, on le voit, la Chine a une diplomatie assez particulière, notamment dans les États du Pacifique Sud, où il propose quasiment, clé en main, de raccorder tel ou tel État insulaire aux grands axes de communication via justement ces câbles. C'est un vrai instrument de domination aussi. Je pense que c'est potentiellement un instrument de domination, tout à fait, puisque dans la mesure où vous avez aujourd'hui l'ensemble de nos environnements qui sont de plus en plus numériques, on est très très dépendant du numérique. Si vous avez la capacité d'interconnecter certaines personnes et de déployer plus d'infrastructures numériques, ça veut dire que quelque part vous avez une puissance économique stratégique encore plus importante. Et donc, Jean-Baptiste, aussi un instrument de domination, parce qu'un câble, ça se branche, ça se débranche aussi. Je rajouterais même qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau, entre guillemets, mais c'est qu'on voit émerger au large de nos côtes depuis quelques années des champs d'éoliennes, qui sont quand même, en termes de puissance énergétique et en termes de transition énergétique, des éléments absolument majeurs. Qui dit champ d'éoliennes, dit sous-station électrique, avec des câbles électriques qui passent sous la mer aussi. Donc, potentiellement, dans les années qui viennent, là aussi, il y a encore, en plus des câbles sous-marins pour la donnée, il y a une question, en tout cas, pour la fourniture énergétique des continents, à terme, avec ces gros câbles électriques qui sont de plus en plus puissants, qui transportent de plus en plus d'énergie et qui drivent, en quelque sorte, la transition énergétique. Sachant que ces câbles, on va l'évoquer juste un petit peu, parce qu'on est vraiment sur sur l'état de conflictualité, mais ces câbles, il n'y a pas que des nations ou des États qui les commandent. Il y a aussi de grandes industries,
évidemment les industries américaines. Les GAFAM, hein, enfin, les Google, Facebook, les Alibaba en Chine aussi, qui sont, les Amazon évidemment, qui sont aussi des opérateurs de cloud très très importants et qui ont besoin d'avoir leurs autoroutes, pour le coup privées, pour pouvoir échanger leurs données et qui investissent des sommes absolument pharaoniques et phénoménales dans ce type de câble. Ouais. Et on revient là aussi, que ce soit étatique ou non étatique, sur la question de la souveraineté de la France, avec toujours ce côté très étonnant, 565 000 km², c'est petit, en tout cas pour la métropole. Et encore une fois, cette obligation que vous vous êtes fixé, ou en tout cas que peut-être le général de Gaulle s'est fixé, c'est d'avoir cette souveraineté, notamment sous-marine, par les câbles. Mais il faut s'en donner les moyens. Alors effectivement, la France, par sa position géographique, est favorisée et sert en partie de hub en Europe. Il y a différentes nations et différentes stratégies pour ça, mais il y a une véritable stratégie pour l'attractivité française vis-à-vis des câbles sous-marins, c'est important. Il n'y a pas 36 000 entreprises qui sont capables de poser des câbles très profondément. Alors il faut savoir produire le câble, poser le câble, faire la maintenance des câbles. Et effectivement, toute cette chaîne-là, il y a différentes entreprises françaises qui sont parmi les leaders mondiaux. Donc on peut tirer profit de cette excellence en fait de l'industrie française. Et puis là, on parlait de la France métropolitaine. Il ne faut pas oublier la France d'outre-mer, qui est sans doute un peu plus isolée. On parlait effectivement des grandes manœuvres dans le Pacifique. C'est intéressant de voir la géostratégie associée à la pose et au projet des câbles transpacifiques, avec, on voit bien se dessiner la rivalité sino-américaine dans cet espace-là, avec des tracés de câbles et des projets de pose de câbles qui sont sans doute d'un point de vue économique pas forcément les plus pertinents, mais qui répondent justement à des enjeux géopolitiques. Et il faut que les Européens, les Français soient également présents sur ces enjeux-là. Cet espace très compliqué, tellement immense, qu'est la mer. On reviendra très vite dans cette émission sur l'exploitation des fonds sous-marins également. Merci à tous les trois. On va sous les radars. Le monde de Patrick Sauce sur BFM Business.